Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans À cœur ouvert sur Artop TV. Ça va être une émission incroyable, une émission où on va faire des bonds dans le temps avec la fabuleuse Colomba Marchetti qui est actuellement en préparation de petites choses dont elle va nous parler. Il y a de la dérision, il y a de l'histoire, il y a surtout peut-être des personnes qui ont failli manquer l'histoire et y apparaître. Elle va nous en parler comme personne. J'ai l'honneur de recevoir, comme je vous dis, Colomba Marchetti. Bonjour à toi et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir, c'est très gentil. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. Tu viens de Corse. Et oui, Donc tu n'es pas à côté. Donc c'est vraiment un bel honneur de t'avoir et tu nous ramènes le soleil. oui, j'ai pris 3 vestes et on m'a dit non, tu n'es pas assez couverte et en fait on crève quoi. Mais je suis très heureuse de savoir qu'on crève de chaud grâce à moi. Non mais ça C'est m'a un truc fait de rire fou, ouais. parce que je me suis dit bah, c'est drôle, elle arrive de Corse, il fait beau. Tout à l'heure j'avais froid, je la vois, oups, on a un soleil radieux et là tu es en préparation, ça t'a demandé du temps ton spectacle, n'est-ce pas? T'as tout à l'heure Ça m'a demandé toute une vie. toute une vie. Non, mais ça m'a demandé toute une vie. Donc le spectacle s'appelle Ils ont raté l'histoire Mhm. et donc je raconte des petites anecdotes sur tout un tas de mecs parce qu'en général c'est des hommes. Ouais. Puisque nous on n'aimait tellement pas les femmes que même pour rater on nous a pas voulu en fait. Non, mais c'est vrai, on n'a jamais voulu qu'on fasse quoi que ce soit, donc même pour rater, on n'était pas là. Et c'est vrai que donc c'est un spectacle que je porte depuis toujours. Moi, j'ai une passion pour l'histoire. Je suis pas du tout historienne. C'est D'accord. vraiment moi que ça intéresse. Mhm. Et j'avais tellement envie de parler d'histoire. Et il y a 10 ans, j'ai dit je veux faire un spectacle sur l'histoire. Tout le monde m'a dit ça marchera jamais. Et je les ai écoutés. Et l'été dernier, j'ai dit vas-y, j'écoute plus personne. Mm. Et donc à Avignon, j'ai créé le spectacle et il a été plein du premier au dernier jour. D'accord. Et donc j'en ai déduit que ça marchera jamais. C'est vraiment pas une bonne phrase. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On parle d'histoire. On va parler d'histoire, comme vous l'avez compris, d'une pièce que je vous conseille de voir. Hein. De toute façon, tout au long de l'émission, on va faire des clins d'œil à propos de ça. On parle d'histoire. Nous sommes le 8 mars, la journée du droit international des droits des femmes. Donc je trouve ça intéressant que nous soyons deux femmes, un 8 mars. Donc voilà, il y en a que ça pique, il y en a ça pique pas. Moi j'aime bien les petites histoires comme ça parce que il y a quelques décennies, siècles, est-ce qu'on aurait pu penser avoir deux femmes comme ça au micro? Toi qui parles d'histoire beaucoup, qu'en penses-tu? En fait, on se rend pas compte, mais historiquement, les femmes, elles ont toujours fait des choses. C'est juste qu'elles n'étaient pas mises en valeur de la même façon. On pense par exemple que le Moyen Âge, c'était une période très obscure. Et si on regarde les registres de Mhm. l'époque, par exemple, les femmes à la tête d'entreprise étaient plus nombreuses que les hommes. Alors souvent, parce qu'elles survivaient à leur mari qui était cordonnier et que du coup, elles reprenaient la boutique ou des choses comme ça. Mais ça gênait pas du tout. Et à un moment donné, il y a eu la Renaissance. Et la Renaissance, c'était un machin d'homme, quoi. Où eux, ils sont renés. Mhm. Oui, je sais, ça n'existe pas. Mais eux, ils étaient là et nous, on a disparu. Mais c'est vrai. Et donc, oui, tout était envisageable, mais finalement, non. On s'est dit, tiens, regarde après ça la cuisine, ça va être sympa. Mais avec tout ça, depuis quand ça démarre ta passion pour l'histoire? Bah moi, alors en vrai, j'avais 12 ans. Ma mère est passionnée de lecture. Ma mère est institutrice. Ma mère est obsédée par la lecture, l'orthographe, la grammaire. Maman, je t'aime. Et j'étais nulle en grammaire, en orthographe, en lecture. Enfin bon, j'étais une catastrophe. Et donc j'avais 12 ans et en désespoir de cause, elle m'a dit un été, en début d'été, tiens, voilà, ça c'est le conte de Monte Cristo. Je revois les volumes. Donc ça me semblait hyper long. Et elle m'a dit, je te paye pour le lire. Si tu le finis, je te donne de l'argent. Je te paye Ah ouais, pour non, le mais on en lire. était là. On en était là. C'était mort. Déjà commerçante? Ouais, non, mais la fille, elle arrivait pas à lire. C'était un truc et elle s'est dit, vas-y, elle va passer son été dessus et peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Et j'ai passé ma semaine dessus et j'ai adoré. Et j'ai adoré Alexandre Dumas et j'ai adoré lire. Et ça a vraiment été quelque chose d'important pour moi. Et en fait, Alexandre Dumas, le problème, c'est qu'il disait on peut violer l'histoire à condition de lui faire un bel enfant, paraît-il. Ouais. Et donc, le problème, c'est qu'il inventait énormément de choses. Et comme il inventait énormément de choses, le masque de fer, c'est lui, bah oui, voilà, ça sort que de son cerveau. c'est vrai. On a eu l'occasion d'en parler il y a pas si longtemps que ça. Oui, avec Donna. Tout à fait, oui. Voilà, oui, Ouais. je connais son spectacle. Je l'ai vu à Avignon d'ailleurs Ouais, l'été super, dernier. ouais. Et donc, c'est vrai que j'avais cette
idée que tout était faux, enfin, ou tout n'était pas tout à fait vrai. Donc, je lisais Alexandre Dumas et après, j'allais lire des livres d'histoire pour savoir ce qui était vrai, ce qui était faux, Ah ce qu'il avait écrit ouais, en tu vrai ou faisais pas. Ouais. le travail. T'as quel âge à ce moment-là? De mes 12 à mes 18 ans, ça a vraiment été une passion totale. Adolescence. Et ouais, et le gars a écrit vraiment énormément de choses. À l'époque, c'était très très difficile en plus d'avoir les livres parce que c'était des éditions restreintes parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Et donc en plus c'était compliqué. Alors encore c'était encore plus compliqué, mais c'est pas grave. Mais oui, c'est vrai. Et donc ça. Et là je remercie encore ma maman. Putain, aujourd'hui c'est ta journée, maman. Tu vois, c'est la journée de la femme, profite. Ouais. Et non, qui a suivi ça parce qu'à un moment donné, enfin en francs, les bouquins, il y en avait pour 300, 400 francs par livre. Ouais. Et quand il y en a 16, 17 pour une série, ça commence tout de suite à faire des budgets incroyables. Enfin, on se rend pas compte. Ouais. Donc voilà. Donc je remercie ma mère d'avoir suivi ça. Mais ça vient de là. Et donc c'est vrai que c'est une passion de toute une vie, l'histoire. Bah, je vois ça. Non, mais elle, au moins, on peut pas lui raconter d'histoire. C'est elle qui nous fait l'histoire. Mais le théâtre, dans tout ça, ça vient à quel moment? Ça vient avant, pendant? Ça vient un matin, mais comme ça. Je décide que je vais pas aller passer mon bac et que je vais faire du théâtre. J'ai fait 0 théâtre. Je n'ai jamais rien fait de truc. J'étais pas prédestinée à quoi que ce soit et j'arrive et je vais dire je vais faire du théâtre. Et là c'est mon père qui m'a dit mais tu veux faire quoi exactement? Tu veux être célèbre? Parce qu'il s'est dit vas-y, elle a fumé, il y a un truc qui va pas. Et qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui dis non mais tu te rends compte, je veux un métier où je suis heureuse de me lever le matin. Et ouais, ça me semblait super important. Bah oui, et mon père m'a répondu fort justement, parce que c'est la phrase la plus intelligente que j'ai jamais eue sur ce métier. Il m'a dit pourquoi tu crois qu'Alain Delon il est content de se lever le matin. Et moi, tu crois qu'Alain Delon est content de se lever le matin? Je me disais mais il est complètement con en fait. Oui, il est content. Ouais. Et bah non, après quand c'est un métier, bah effectivement on n'est pas content tous les jours de se lever pour aller travailler, mais c'est comme tout le monde quoi. Bien sûr. Donc voilà. Mais donc du coup bah j'en ai fait un vrai métier. Quelque chose où j'ai travaillé et pas quelque chose où on se dit oh bah tu es passionné, il suffit de monter sur scène. Non, il suffit pas de monter sur scène. T'as pris des cours, ça s'apprend. Parce que tu prends ça, mais tu fais quoi? Tu vas voir quelqu'un? Quel a été le détonateur en fait? Moi je pars de Corse avec pas grand chose. J'arrive, ma valise s'ouvre, gare de Lyon. Non, j'arrive à Marseille en fait. Et je crois que c'est là que j'ai compris que le monde avait changé. J'arrive à Marseille et à Marseille, le premier gars qui passe, il m'aide dans le métro à porter ma valise. Et j'arrive à Paris, j'arrive gare de Lyon et ma valise s'ouvre en deux. Et là, les gens m'enjambaient. Non. Ouais, et il y a personne qui s'est dit, tiens, je vais aider cette gosse avec ses ALFR qu'il y en a partout et tout. Et là, je me suis dit, ok, t'es dans un autre monde, ça va changer. Ouais. Et t'as vraiment senti ce... Ah ouais, forcément, c'était pas le même, c'était pas la vie. Moi, j'avais l'habitude de mener. Et ça. Et là, je me suis dit, ok, y a personne qui va t'aider ici. Donc, du coup, je me suis aidée moi-même, quoi. Waouh. Voilà, non, mais il y a un moment. C'est drôle, hein, parce que t'es dans ta petite vie. Alors moi, je me disais, tiens, elle va me raconter qu'elle a fait des études supérieures d'histoire et que le théâtre c'était depuis qu'elle avait 5 ans. Tu vois le truc classique. Et en fait, j'entends tout l'inverse, quoi. Bah oui, mais parce que moi je vois de la lumière et j'y vais. En fait, j'ai passé un CAP cuisine il y a 5 ans, mais si tu veux, ce sera une autre émission. Ah, voilà. Trop fort. Oui, pour les gens qui me suivent sur Insta, ils savent que j'ai une petite passion cuisine. Enfin, ça se voit. Non, ça se voit pas. Et c'est pâtisserie aussi, si ça vous intéresse, ça se voit aussi. J'adore. Bah ouais, non, mais c'est une réalité, quoi. Faut suivre ses passions, faut suivre ses rêves, faut suivre ses envies. C'est vrai, tu as tout à fait. Pas assez ouais, mais tu as tout à fait raison. Mais entre le rêve, la volonté, à quel moment t'as vraiment voulu monter sur scène? Ça te prend quand? À 18 ans, quand je décide que je vais en faire un métier, c'est pas. Là, tu te dis pas, je vais aller prendre des cours et tout, c'est direct. Je vais monter sur scène. Non, je vais prendre des cours, je vais apprendre, mais je vais apprendre aussi beaucoup la vie surtout, parce que moi j'ai grandi en Corse, on est très très protégé. Là-bas, l'enfant, c'est vraiment un truc miraculeux que les gens ont, donc c'est vraiment l'enfant roi. Et donc j'étais habituée à être très 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 protégée. Moi, j'ai jamais pris le métro, j'avais aucune idée de rien, quoi. Et je suis arrivée à Paris un matin en mode, coucou, c'est moi. Et tes parents te laissent partir comme ça? Mes parents ont mis un an à me laisser partir. Ma mère me parlait plus. Mon père savait pas s'il me parlait. Savait pas s'il devait me donner de l'argent pour pas que je me prostitue ou s'il devait pas m'en donner pour pas que je parte. Enfin bon, mes parents, ils en pouvaient plus de moi. Mais c'est pas grave. Je vous aime toujours, hein. Mais, donc voilà. Mais, non, mais c'est hyper difficile. Et c'est très, très compliqué, pour les parents. Ce genre de choix de carrière parce qu'on sait pas comment on doit se comporter. Et d'ailleurs, j'ai un petit message pour les parents qui m'ont pas demandé, mais, ne vous en occupez pas. Mes parents, le meilleur service qui m'est rendu, c'est qu'ils s'en sont pas occupés. Ils m'ont pas poussé,
Ils m'ont pas. Et moi, je voyais par rapport à mes copains de cours justement, où il y avait des parents parfois très très impliqués dans le processus, qui disaient ouais, tu vas être connu, tu vas ceci, tu vas cela. Je vais vous donner une statistique horrible. Mon premier cours de théâtre, c'était les cours Florent. Nous étions 35 dans ma classe. Il y avait je sais même pas combien de dizaines d'autres classes, enfin peu importe. 25 ans plus tard, on n'est que 2 à faire ce métier. Ah ouais. Donc voilà. Et je pense des fois à toutes ces filles qui étaient là avec leur mère qui leur disait oh mais tu peux faire actrice parce que t'es belle, oh mais enfin Ouais, regarde mais ma tête. Non mais c'est- regarde juste ma tronche, et t'as compris. Non mais voilà. Et ça c'était un vrai et on les a poussées, et j'en ai vu s'acharner pendant 10 ans alors que ça fonctionnait pas, qu'elles avaient pas un seul jour de cachet, qu'elles n'avaient pas d'argent, qu'elles n'avaient rien, qu'elles vivaient, enfin j'avais une copine, elle vivait sans eau, sans électricité à un moment. Oh, waouh. Tellement c'était violent, et elle osait pas rentrer chez elle parce que c'était tellement le rêve de sa mère que du coup voilà. Et donc si j'ai un petit conseil aux parents, si votre enfant veut faire ça, bah qu'il y aille, hein. Au pire il se cassera juste la gueule, ça fait pas mal. Mais n'investissez pas trop parce que bah vous leur rendez pas service. Voilà. C'est ouais. Ouais, non, mais écoute, Non, mais il y a t'as un raison, moment, faut hein. dire la réalité aux gens. C'est 1 sur 10 millions et qui vit à peu près, qui vit même pas bien, qui vit à peu près. Ouais. Mais avec tout ça, qu'est-ce qui te donne l'envie de raconter des histoires au public, hein? Mais les gens, ils sont gentils. C'est Mhm. incroyable comme les gens, dans un monde qui est devenu méchant, Oula, oui. parce qu'après la Covid, le monde, il est quand même devenu méchant. Ouais. Dans un monde où les gens sur Internet sont méchants, et ça, on le voit sur les Beaucoup d'haters, critiques. ouais. Ouais, non, mais on le voit sur les critiques qu'on peut avoir de spectacles ou de choses comme ça. Il y a quand même une critique dans mon spectacle qui s'appelle « Ils ont raté l'histoire », je le rappelle, que oh ben c'est pas si mal que ça. Bon d'accord, donc elle a pas aimé, il y a pas de problème. Mais ça peut aller si on aime l'histoire. Mais ma fille, t'es venue quoi faire? Tu es venue quoi faire? Il y a 1500 spectacles jusqu'à Paris actuellement. Tu es venue quoi faire au mien si tu n'aimes pas l'histoire? Alors que je vais te parler d'histoire pendant une heure. Et puis c'est dans l'intitulé. Et après voilà. Et après tu sors de là et tu dis je vais prendre mon ordinateur pour dire que non, c'était pas bien. Bah disons que c'est pas heureux, promouvoir les artistes, c'est la grande problématique, c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de possibilités de se divertir par rapport au réseau qui du coup je trouve sclérose les cerveaux, que les gens je pense qu'ils n'apprécient plus vraiment les choses comme ils devraient. C'est-à-dire que j'ai vu un spectacle, raconter l'histoire, est-ce que vraiment elle est allée voir ce que c'était avant de venir? Voir un synopsis. Elle pouvait peut-être être invitée par quelqu'un. Elle pouvait, enfin, peu importe. C'est drôle en fait. La question de la démarche, tu vois. Voilà, la question mais de la démarche. Moi, je pense que c'est très réseau. Un avis qui est bizarre. Quoi. Mais je trouve que c'est très réseau. Tu vois, ce formatage réseau parce qu'on met un petit commentaire à ses amis, à ses trucs et tout. Du coup, c'est la gâchette est tellement facile et c'est vrai que c'est dommage parce que bah est-ce qu'on va prendre en considération un commentaire sur Non, mais oui, sans doute, mais c'est pas ça. Mais après, c'est vrai que nous, quand on rencontre les gens à la fin des spectacles, quand on vit, parce que moi, je fais beaucoup le Festival d'Avignon, je fais beaucoup de choses comme ça. Quand on vit avec les gens, qu'on les voit revenir l'année d'après, voilà, il y a vraiment quelque chose d'humain qui a au théâtre, et il y a vraiment rien de mieux que le spectacle vivant. Et les gens ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas le courage de pousser la porte d'un théâtre, parce que c'est cher, parce que c'est pas pour eux, parce qu'on leur dit. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours dans le spectacle, je vais vous apprendre des choses parce qu'on n'a pas tous la même culture. Mais c'est pas pour ça que vous n'êtes pas cultivés, et c'est pas pour ça que j'en sais plus que vous. Moi, je sais ça. Après, toi, tu sais d'autres choses et peut-être qu'on peut échanger. Bien sûr. Mais la réalité de la chose, c'est ça. Et les gens ont très très peur de pas aller de pousser la porte des théâtres. Il y a vraiment rien de mieux que le spectacle vivant. Mais vraiment, vraiment, ça. vraiment. Et puis c'est pas figé. Tous les jours, ça change. Il y a des jours, c'est catastrophique, je vais pas dire. Ouais. Mais il y a des jours, c'est tellement bien. Et puis, il y a les interactions avec les gens. Venez profiter. Ouais, c'est l'avantage et en même temps, je dirais l'inconvénient peut-être, c'est que c'est un one woman show. Donc tu portes toutes les responsabilités. Si tu as un public qui est avenant, bah c'est pour toi. S'il l'est pas, c'est pour toi. T'as pas de béquille en fait. En vrai, c'est jamais le public. En vrai, tous les gens qui disent le public ils étaient pas chauds, le public il était pas ceci, le public il était pas cela. Ouais, c'est ce que j'entends beaucoup. Ouais, et le public il était là, il était assis, il t'écoutait. Ouais. C'est toi qui as pas fait le taf. Il y a un moment. Tu crois? Ouais, il y a un moment, on n'a pas tous le même humour. C'est une réalité. Il y a des gens, je les ferai jamais rire.
Mais ça tombe bien parce que eux ne me feront jamais rire. Donc comme ça, une fois qu'on a acquis le truc, il y a aucun problème. C'est bien les deux sens. Non, mais c'est vrai, c'est dans les deux sens, on n'a pas le même humour. Donc l'humour, déjà, c'est très particulier. L'état d'esprit, c'est particulier. Et on a aussi nos problèmes, et on vient aussi avec nos problèmes sur scène. Et il y a des jours où, voilà, moi la semaine dernière, j'étais sur scène, j'étais morte de froid, mais c'était quelque chose, mais limite, je me sentais pas bien. Et j'étais là et je me disais, mon Dieu. Et puis je voyais les gens qui étaient aussi en train de faire comme ça, parce que aussi visiblement, on n'avait pas très chaud. Et je me disais, ils ont froid. Et au lieu de me concentrer sur ce que j'étais en train de faire, je me disais, mon Dieu, mais ils sont en train de se geler. Oh, ils vont passer un mauvais moment. Et la chose, et donc moi, pendant que je pense à ça, bah, mon spectacle, il est moins bien. Il va moins vite, il est moins, voilà. Et donc, c'est toujours nous. Il faut arrêter de jeter la pierre sur les gens. Oui, on n'a pas le même humour, ça, d'accord, c'est acceptable. Il y a des gens qui sont fatigués, on est fatigués, tout ce que vous voulez. Ouais, bah après, c'est nous. Oui, bah, bon. C'est nous, non, si tu bosses bien, il y a j'en fais pas partie, hein, mais il y a des gens qui bossent vraiment, vraiment bien et qui produisent le même spectacle tout le temps et les gens sortent tout le temps contents. Et ils disent pas, oh, ce soir, la salle, elle était pas bien. Ouais. Voilà. Donc, moi, mon but dans la vie, c'est d'arriver à ça. C'est d'arriver à faire que moi, je sois vraiment bien tout le temps pour que eux, je puisse pas dire c'est leur faute. Voilà. Ouais, mais c'est bien, tu te responsabilises, tu endosses à 100% tout ça. Comment est née l'idée d'un spectacle Ils ont raté l'histoire? C'est né comment, ça? Alors, moi, je travaille à l'envers, en fait. Puisque je suis seule sur scène. Et donc, je trouve un titre. Je réfléchis à ce que j'ai envie de raconter par rapport à ce titre. Et après, j'écris. Je fais l'inverse de parce qu'en fait, je pense qu'un humoriste, maintenant, les humoristes, ils vont sur scène et ils racontent mon père, ma mère, mon chien, et on a tous un père, une mère, un chien. Alors, on vit à peu près tous les mêmes aventures, et c'est vrai que ça renvoie à la même chose, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais, et même si c'est un regard différent à chaque fois, ça reste plus ou moins les mêmes thèmes, les mêmes histoires. Moi, j'ai vraiment envie de raconter, un peu comme un chanteur ferait un concert ou une comédie musicale, oui, moi, j'ai envie que ce soit sur un même thème. Donc, comme une comédie musicale. Alors, bien sûr, je chante pas. Et heureusement pour vous, d'ailleurs. T'aurais pu, hein, t'as l'air d'avoir du coffre. Ouais, alors, ouais, bien sûr, j'ai chanté. J'ai fait une fois une opérette. Une opérette, ah oui. Ouais, c'était... oh, c'était brutal. Enfin bref, surtout pour le public. Là, pour le coup, vraiment, le mec qui m'a embauché, il devait avoir un problème d'oreille. Enfin, bon, bref. Et donc, en vrai, donc moi, j'aime bien travailler sur un seul thème. Et donc, c'est vraiment des choses qui viennent, mais comme ça, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment venu. Les gars qui ratent, c'est pas les gars qui réussissent. Et sans doute parce qu'on entend beaucoup parler des gens qui réussissent, et qu'on était, quand l'idée est venue il y a 3-4 ans, on était beaucoup dans une période qui jugeait l'histoire avec les yeux de maintenant. Quand on vous dit un tel, il était problématique. Alors oui, il était sans doute problématique par rapport à maintenant, mais à l'époque, comme il n'avait pas les mêmes problèmes, il était pas, il était sans doute problématique sur d'autres sujets, mais ça, c'était pas pareil. Et vous pouvez pas juger des gens en disant, oh, mais il a fait ça, il faut démonter la statue, il faut faire ceci, il faut faire cela. Faut vivre avec. Faut apprendre aux gens que, oui, ça, c'était raté. Mais que dans la situation actuelle, peut-être de l'époque, peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Et ça, on a du mal. Et parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que les suivants nous jugeront aussi. Et que c'est tellement facile. Non, mais c'est facile de juger. C'est vrai. Et les suivants vont nous juger. Et donc là, c'est des petites anecdotes où, les mecs, ils ont raté. Puis des fois, ils ont raté gros. Ils ont raté des trônes, ils ont raté, ils ont fait tuer des gens, ils ont fait tout et n'importe quoi. Et ils sont restés plus ou moins dans l'histoire pour d'autres choses ou pas du tout. Ils ont disparu parfois. On connaît leur nom, mais il n'est pas associé correctement ou voilà. Donc c'est plutôt des choses comme ça. Et j'avais vraiment envie de dire, tiens, voilà, tu vois, ce gars-là, il a raté, ce gars-là, il a pas su faire. Et comme c'est aussi un spectacle, qui commence assez tôt, parce que vous pouvez venir, vous avez 8-9 ans, il y a aucun souci, vous pouvez suivre, je vous raconte des histoires, de toute façon. Et comme c'est un spectacle qui raconte assez tôt, je pensais que c'était important aussi de raconter aux jeunes que, même quand t'as honte, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup honte, on n'ose pas, on se dit, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais ils oublient, les gens. Ils oublient. Les gars, ils ont coulé des bateaux, ils ont tué des gens. On les a oubliés. On les a juste oubliés. Il en reste rien ou pas grand chose. Ils ont fait des choses catastrophiques, où le bon sens était parti, on sait même pas où. Mais, non, mais il y a des gens, non, mais il y a vraiment des anecdotes. Tu te dis, mais le gars, à quel moment il a réfléchi? Quand?
Et il y a des fois où c'est tellement poussé que bon, c'est très interactif, donc le public participe. Et j'essaye de leur faire deviner sur certains trucs ce que la personne a fait. Et même avec de l'imagination, ils voient pas. Ils se disent non, il y a un moment, non, il a pas fait ça, mais pourquoi? Et il y en avait une fois dans la salle, elle me disait mais pourquoi? Non mais pourquoi? Puis elle était super énervée. Je dis comment ça pourquoi? Non mais pourquoi? Tu te rends compte tout ce que ça a donné derrière? Je dis bah oui, je me rends compte. Ouais, tu te rends compte pourquoi? Mais pourquoi ils ont fait ça? Bah je sais pas, ils faisaient autre chose, je sais rien moi. J'étais pas. Et ça c'est vrai que j'aimerais bien être plusieurs sur scène pour les interroger, mais je les ferais revenir du passé pour dire vas-y, dis-moi ce que tu as fait. Alors, petite interview. Ah oui, grosse interview pour savoir pourquoi tu mens comme ça. Bah, est-ce que c'est pour ça finalement que t'as voulu faire parler les personnages oubliés de l'histoire quelque part à travers ton spectacle? Non, enfin oui, peut-être pour savoir un peu ce qui se passe, mais c'était vraiment parce que moi, les gens n'arrêtent pas de me dire, enfin mes amis, tout ça, que je suis quelqu'un qui est cultivé, qui peut raconter justement des histoires, qui sait animer un repas. Enfin, c'est pas ça ce truc. Mais moi avec mes amis, on doit pas s'ennuyer, ceci dit avec toi. Ça dépend des jours. Moi, avec mes amis, j'ai envie de parler d'un tas de sujets qui ne sont pas la politique, la religion et tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Et donc, quand c'est des moments un peu gays où t'es 15 à table, ben c'est quand même plus facile de leur dire tiens, tu sais d'où vient le mot laconique et de leur raconter une petite histoire sur d'où vient le mot laconique plutôt que de dire ah bah tiens, il y a Trump, il y a la guerre ou il y a je sais pas quoi. Et ça crée moins de problèmes avec mes amis. J'ai l'air tout de suite plus intelligente. Parce que non, mais ça donne l'air plus intelligent. Il faut dire la vérité. Quand vous savez un truc que les autres ne savent pas, waouh, c'est bon. Et moi, ce que je vous donne, c'est une douzaine, parce qu'on choisit dans 75 photos des histoires que je raconte. Et donc, en moyenne, on en raconte entre 10 et 15 par séance. Et donc, bah, si vous retenez bien, vous avez 10 ou 15 petites anecdotes à raconter aux gens en sortant. À d'autres personnes. Et à Avignon, on le voyait, on entendait les gens sortir et dire au suivant, mais vous savez d'où vient justement le mot laconique ou des choses comme ça. Donc moi, je trouve ça génial de me dire tiens, ça y est, tout de suite, ça circule. Ça prend, ouais. Bah t'arrives à faire avec tous ces ingrédients une bonne recette. Hein. Le CAP t'a aidé. Ah bah oui, finalement. Le CAP m'a aidé, voilà. Mais comment tu trouves toutes ces anecdotes? Alors, je cherche. C'est très bête. Il y a aussi un point de vue. C'est-à-dire que l'histoire, elle est aussi comme on la raconte. C'est-à-dire que des fois, c'est pas des choses où c'est raté dans le sens c'est resté comme un raté, c'est juste un fait historique où le gars il aurait pu faire quelque chose autrement. Voilà, il avait une opportunité, il l'a pas saisie, mais l'histoire a pas forcément retenu qu'il avait une opportunité qu'il avait pas saisie. D'accord. Il y a des choses, par exemple, on parle de la découverte des îles Kerguelen, qui a été une espèce de concours de circonstances assez catastrophique, bon voilà, qui est assez drôle. Mais qui à la fin, Monsieur de Kerguelen a découvert les Kerguelen, c'est un fait. C'est juste que il a pas tout à fait accosté, il a pas tout à fait trouvé ce qu'il a dit qu'il avait trouvé. C'est un rocher tout pourri quelque part, mais venez, je vous raconterai l'histoire en détail. Mais lui, il avait dit qu'il y avait de l'or, de l'argent et des populations à coloniser, visiblement, ils étaient ouverts à Dieu. Voilà. Donc il y a des animaux, il y a pas d'or, il y a pas d'argent, il fait un froid polaire, mais allez-y, les Kerguelen, c'est sympa. Ah oui, dit comme ça, c'est sûr que... Voilà, non, mais c'est intéressant, ça donne envie d'aller voir ton spectacle. C'est juste une question de point de vue, quoi. Est-ce que t'as pas une petite histoire marquante à nous raconter du spectacle? Mais je n'ai aucune histoire marquante à raconter du spectacle. Par contre, je peux en raconter une qui n'a rien à voir. D'accord. Déjà, je prends. C'est pareil, c'est toujours comment tu vois la chose. Oui, la perception, tout à fait. La perception, c'est comment le Titanic a coulé. Ah bah tiens, c'est intéressant. Donc le Titanic, il a coulé, il s'est pris un iceberg dans la figure. Bon. Jusque-là. Oui, l'a fait, ouais. Bon. Donc le Titanic, il y a deux options, soit il bat tout droit dans l'iceberg et il ne coule pas. Et donc il finit par couler, mais ça lui laisse le temps d'évacuer, de faire des choses. Et donc s'ils avaient fait cette chose qui était contre-intuitive, c'est-à-dire foncer droit dans le mur, ils auraient survécu plus longtemps et on aurait sauvé sans doute plus de monde. Ça, c'est la première des choses. S'il y avait eu plus de canaux de sauvetage, on aurait sauvé plus de gens. Ça, tout le monde est là. Si on n'avait pas poussé les moteurs, si on avait eu des jumelles, parce que je rappelle que les jumelles, elles étaient enfermées dans un placard où on avait perdu la clé, et que personne se dit on va casser le placard. Non, on a dit on n'a pas la clé, on prend pas les jumelles. Bon, ça va aller. Non, mais tous ces gens-là, très bien. Ça, c'est toute l'histoire. Et c'est toute l'histoire comme on la raconte. Après, si tu prends mon point de vue,
Bah, mon point de vue, il y avait un officier et dans le film Titanic, puisque tout le monde connaît le film Titanic, on voit qu'il y a deux côtés où on remplit les canaux de sauvetage et d'un côté on remplit bien les femmes et les enfants pendant que de l'autre bah on remplit un peu comme on peut. Et le monsieur qui faisait remplir bien les femmes et les enfants avait déjà coulé. C'était un officier qui avait déjà coulé 2 fois avant de monter sur le Titanic, dont une fois où il était resté 8 jours sur une île déserte avant qu'on vienne le chercher. Ah ouais. Et ce monsieur a fait son travail très très bien et a coulé avec le bateau, a coulé donc avec le Titanic. Il fait partie des survivants qu'on a trouvés sur la coque d'un bateau. Et donc il est rentré chez lui. Il a été ensuite pendant la guerre sur le frère jumeau du Titanic qui a coulé. Il a ensuite coulé 2 autres fois dans sa vie. Et pendant la retraite de l'armée en 40, en 40 pour Dunkerque, quand on a dû mettre des barques à l'eau pour ramener les soldats anglais en Angleterre puisque c'était la débâcle. Et ben il a fait partie de ceux qui conduisaient des bateaux, donc un petit yacht puisqu'il faisait du cabotage chez lui puisqu'il était anglais. Et ça. Et je reste persuadée que ce gars, donc il était courageux, il était tout ce que vous voulez, mais je reste persuadée que ce gars, il portait quand même sacrément malheur, parce que sur tous les bateaux où il a été, il a coulé quand même. Donc peut-être que c'est lui tout seul. C'est lui tout seul qui a fait couler le Titanic. Mais moi, j'en suis un peu persuadée, tu vois. Donc voilà. Donc moi, je raconte des trucs comme ça. C'est vrai, c'est faux. Mais lui, il y était vraiment, c'est un fait. Il a été ultra courageux parce qu'il a aidé dans plein de cas, parce que voilà. Mais il a coulé quand même un certain nombre de fois. Oh, c'est fou ça. Moi, je sais pas, mais je survis une fois. Je remonte pas sur le bateau. Enfin, je sais pas. C'est comme les gens quand un avion s'écrase et qu'ils se disent tiens. Je savais pas qu'il était resté 8 jours. Donc l'autre, il était resté 8 jours sur l'île, mais dans un autre naufrage, hein, pas dans le cadre du Titanic, oui, parce qu'il oui, n'aurait pas survécu. Ouais. Mais voilà, non, mais le gars, voilà, il est mort dans son lit. Hein. Mais par contre, il a coulé absolument tous les bateaux qu'il avait. Mais il était très courageux, il était très, très tout. Mais il portait quand même la guine, quoi. c'est vrai. Maintenant que tu dis ça. Voilà, donc voilà. Donc ça pourrait être une anecdote du spectacle. Tiens, je vais peut-être la mettre. Elle est très intéressante cette anecdote. Voilà, donc là, mais c'est comment tu tires ouais, le truc. Bah oui, mais je vois ça, c'est la scénarisation totale en fait. Tu prends ton truc et tu. Bah c'est une réelle, mais c'est un fait. Ouais, c'est un fait réel, mais c'est le public qui se demande pas si. Parfois, il se dit pas que c'est faux. Enfin. Alors, je leur dis au départ que tout est vrai, parce que le premier jour du spectacle, j'étais en train de raconter je ne sais plus quoi, et il y en a un qui me dit, mais vous êtes sûr que c'est vrai? Et là, et au fond de la salle, il y en a un qui a dit, ouais, je viens de vérifier sur Google. Non. Alors, tu peux vérifier sur Google, j'ai rien contre, il n'y a pas de problème. Pas pendant le spectacle, merci. Hein, tu ranges ton téléphone. Et donc, oui, non, les gens vérifient, les gens m'envoient des anecdotes après le spectacle. Ah ouais? Comment je trouve des anecdotes? On m'envoie des anecdotes, des choses que des fois on a racontées, parce qu'il y a aussi des souvenirs de famille. Oui, c'est vrai. Il y a des choses, les gens sont allés, leurs grands-pères, leurs arrière-grands-parents, et donc ils racontent des histoires. Moi, je connais beaucoup d'histoires sur la guerre de 14, où c'est des gens qui m'ont raconté, mon grand-père, il a fait ça, mon arrière-grand-père, ou des choses comme ça. Et c'est très vivant, et ça permet aussi de voir l'histoire par les gens qui l'ont vécu. C'est intéressant, mais c'est hyper interactif tout ça. Oui, c'est finalement c'est non mais j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien parce que faute. tout est si ça ne marche pas, tout est de ma faute, c'est parce que c'est moi qui n'ai pas su intéresser les gens. Voilà. Oui. Venez en toute confiance. Et confiance. Je ne parle pas de votre physique. Voilà. Mais t'aurais pu faire ça différemment. Pourquoi t'as utilisé l'humour pour raconter l'histoire? Parce que t'aurais pu le faire avec le drame, avec tout ce qu'on veut, quoi. D'abord parce que c'est chiant. Non, mais je veux dire, enfin, tu as pas envie de qu'on pourrait se la... Moi, je pense que depuis la Covid, il y a personne qui a envie de se prendre la tête avec des sujets, voilà. Je ne sais pas, j'ai cette tête-là, donc j'ai cette tête un peu rigolote qui fait que quand je raconte quelque chose, j'ai quand même tendance à raconter ça de façon un petit peu rigolote. Donc ça, c'est aussi une chose. Je pense qu'on nous a raconté l'histoire de manière tellement sérieuse à l'école qu'on en a dégoûté tellement que c'est pas la peine d'en rajouter. Donc ça aussi, c'est important. Et donc voilà, donc moi, j'ai pas du tout de difficulté face à ça. Je pense qu'on peut rire de tout, avec tout le monde en plus. Ça tombe bien. Mais contrairement à beaucoup, mais que c'est important aussi de pas, de raconter des faits vrais. Après, peu importe. À partir du moment où c'est vrai, moi j'ai fait mon taf. Si les gens ils ont rigolé, c'est sympa parce que ça aide à retenir. Ouais. Et certains ne rigolent pas. C'est vrai. C'est vrai que il y a de tout, mais est-ce que finalement l'histoire est un peu plus drôle parfois que ce qu'on pense, quoi? C'est toujours beaucoup plus drôle, d'autant plus qu'on n'est pas confronté nous directement au problème.
C'est-à-dire que là, la période qu'on passe est pas sympathique. Mais peut-être qu'elle sera vue de manière beaucoup plus ridicule ou drôle par des humoristes dans 20 ans, quoi. Je suis sûre que Trump dans 20 ans fera beaucoup plus rire que maintenant, quoi. Ah bah, mais je pense que moi, c'est déjà assez risible comme ça, on va pas... Oh, je vais pas aller sur le sujet. Je ne vais pas m'épandre dessus parce que il y aurait pas assez d'heures, je pense. Mais quelle anecdote a fait le plus rire Ouais, je sais que tu vas pas trop parler, mais est-ce qu'il y en a une quand même qui fait le plus rire? Alors j'en ai qui revient. J'en ai une sur le radeau de la Méduse. Alors le radeau de la Méduse, qui n'était pas un radeau au départ. Et quand je dis aux gens, donnez-moi un bateau français célèbre qui a coulé, et qu'on me répond le Titanic, j'ai envie de buter quelqu'un. Je dis la vérité. Mais personne ne pense que c'est la Méduse parce que pour eux le radeau de la Méduse, il n'y a pas le bateau. Ouais. Oui, non, mais c'est alors vrai, que il y a un bateau pour que ça devienne un radeau. Et donc je raconte comment ils ont construit ce bateau, comment ils ont fait de la loose du début à la fin. et ce monsieur de Chaumaret, qui était donc le commandant, c'est le drame de l'administration française. Si un jour vous êtes allé vous disputer avec quelqu'un dans l'administration, ce gars-là, vous auriez pu le trouver derrière un bureau sans aucun souci. Putain. Mais c'était le règlement. On coule. C'est le règlement. Il faut couler. Voilà, il faut couler. Et là, il fallait couler. L'histoire, c'est ça? L'histoire, c'est on s'est obstiné, oui. Non, c'est assez long et voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui fascine les gens et qui intéresse beaucoup. Et venez. On en discute. Non, mais là, va falloir qu'on aille voir le spectacle. Voilà, moi, je le sens. Mais c'est ce soir à 17h, donc venez, on en discute. On va rappeler après toutes les dates. Mais combien de temps t'as pris pour l'écriture de spectacle? 0 minutes. 0 minute. Non, dis-nous. L'année dernière, j'ai fait vraiment le spectacle. Mais l'année d'avant, j'avais loué une toute petite salle à Avignon de 19 places, qui est la plus petite salle d'Avignon. Et en fait, au départ, je comptais inviter des gens et les faire venir pour voir ce que je pouvais raconter. Et en fait, il s'est trouvé que on est obligé de se mettre sur un programme et donc les gens ont réservé des places, ont acheté des places et j'ai pas compris. Et donc dans ce théâtre où je faisais le guichet, l'ouvreuse, la régie, la lumière, je faisais tout puisque c'est tellement cher Avignon que du coup j'ai limité mes coûts. Et donc je faisais tout et les gens, je leur racontais, je leur disais voilà, je veux mettre ça dans mon spectacle. Est-ce que vous croyez que ça doit y aller ou que ça doit pas y aller? Et donc j'ai avancé comme ça et donc je racontais des anecdotes mais vraiment freestyle comme je raconterais ma journée. Et ils me disaient ça c'est intéressant, ça allait moins, voilà. Et quand j'ai vu revenir ces gens l'année d'après, j'en ai déduit que oui, vraiment, c'était intéressant et que donc ils sont venus voir le travail fini. Je trouvais ça formidable de se dire tiens, ils repayent pour revoir, pour que je raconte des anecdotes pour voir ce qui s'est passé. Et donc ça a vraiment été construit avec le public. Waouh. Donc c'est pour ça que c'est toute ma vie quoi. Mais vraiment, c'est tout ce que je sais de ma vie. Et je peux partir sur un truc en plein milieu. Il y a quelqu'un qui m'interrompt sur autre chose, je peux partir raconter autre chose. Et des fois je me dis mais tais-toi. Et des fois je vois la régie qui fait avance. Bon voilà. Mais parce que tu passes ton temps à faire beaucoup de recherches historiques finalement. C'est ta passion, c'est sympa. Et ça te donne à chaque fois une nouvelle vision et une envie de faire allez, une petite anecdote par-ci par-là. L'histoire c'est sympa et puis oui, il y a toujours des choses et puis c'est je pense qu'on apprend beaucoup. Si on n'a pas de passé, on n'a pas d'avenir, mais c'est vrai. Et on refait beaucoup et on en revient à Trump, mais c'est ça. Il fait n'importe quoi parce qu'il a aucune idée de ce qui s'est passé avant. Et non, mais c'est vrai et ça se voit. Je veux dire, tu connais pas le sujet, tu y vas, tu te dis vas-y, ça va passer. Ben non, ça passe pas. Et c'est important de connaître le sujet, de savoir avant ce qui s'est passé et après. Mais comme quand on élève ses enfants, quand on élève nos enfants. De voir ce qui a marché avant, c'est peut-être mieux sur nous de se dire tiens je vais essayer comme ça. Après ça marche pas forcément, mais ça aide aussi. Waouh. Et comment tu transformes une anecdote finalement, en fait historique une anecdote, comment tu fais? Parce que non, je parle d'un vrai fait historique. Ouais, tu parles de là, mais comment t'arrives finalement à transformer ça en une anecdote de théâtre? Enfin, tu vois, c'est une pièce. Comment tu fais ça? C'est pas moi, c'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait. Le maréchal Grouchy qu'on attend, que Napoléon attend encore, qui va sauver l'armée française, n'est jamais arrivé. Bon, tout le monde le sait, tout le monde l'a appris dans les livres d'histoire. Ce mec-là, il était occupé à manger. Il mangeait des fraises. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est juste il l'a fait. Voilà, moi j'ai pas cherché.
Voilà, moi je te raconte. Alors je te raconte ça bien, comment il l'a bien fait, parce qu'en plus il a accumulé les bourdes. Il a reçu un message qui disait c'est la loose, viens. Lui il a lu c'est bon, on a gagné, je continue de bouffer. Mais on sait pas, il y a eu un bug dans son cerveau, j'en sais rien. Donc je te raconte tout ça. Ouais. Mais c'est pas le. Moi j'ai rien fait. C'est eux. C'est finalement, ouais, c'est eux qui font. Ça venu tout seul. En fait, finalement, tu devrais leur reverser des royalties. Mais bien sûr, je vais partager mes droits d'auteur. Alors déjà, j'ai du mal à les payer pour moi-même, et en plus, il va falloir que je les partage. C'est une bonne idée. J'étais sûre. Non, je partage pas. Non. Mais c'est excellent parce que finalement, n'importe qui peut devenir un acteur un personnage de tes petites anecdotes historiques que tu racontes. Faites alors n'importe qui. L'histoire s'arrête quand pour toi? Voilà, mais il faut là on s'arrête en 39-45 sur cette session. En juillet, il y aura un sous-spectacle sur les politiques, mais je pense que je m'arrêterai aussi à des gens qui sont morts. Ah voilà, OK. J'ai pas envie. Alors je pense que on ne juge que qu'une fois que c'est terminé. On peut pas le dire parce que les gens peuvent changer et de la même façon qu'on juge une œuvre artistique à la fin, je pense vraiment que c'est à la fin qu'on fait les comptes et pas au milieu parce que on sait pas et puis parce qu'on est nous aussi le nez dedans. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, comment ça va se passer et des fois il y a des gens qui ont raison alors que tout le monde pense qu'ils ont tort et l'inverse est vrai aussi. Donc j'essaye de rester un petit peu loin et puis la politique comme ça va être un sujet politique. C'est quelque chose de particulier. Il y a des clivages, il y a des gens qui ont des convictions qui sont ce qu'elles sont. Je suis pas là pour éduquer les gens politiquement, ça m'intéresse pas. Donc moi, je veux juste montrer, voilà, lui il a fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas dans le jugement. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'anecdotes que je raconte dans les 75 donc que je raconte actuellement. Il y en a un certain nombre où c'est le public qui doit décider si c'est une erreur ou pas. Parce qu'il y a des fois, c'est pas évident que ce soit une erreur, surtout avec les yeux de maintenant. On se dit, on aurait dû faire ça. Ah non, mais là, il a fait ça, peut-être c'était bien. Oui, la perception est différente. L'être humain évolue. Donc sur le coup, on l'a jugé que c'était une bourde monstrueuse. Et puis finalement, non. Ou alors sur le coup, on a jugé que c'était bien. Et maintenant, on se dit, voilà. Ouais. Bon, on aurait peut-être pas dû. Hein. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une personne rentre dans l'histoire? Parce qu'on en parle encore, parce qu'on s'en souvient. Et on rentre dans l'histoire, dans la grande histoire, parce qu'on est dans les livres, et on rentre dans la petite histoire parce qu'on est dans la mémoire des gens. Et ça compte aussi. Et c'est très bête, mais mon arrière grand-mère racontait toujours quand le fils de Napoléon III est venu à Bastia. Ça n'a aucun intérêt. Hein. L'anecdote en elle-même n'a aucun intérêt. Mais elle racontait toujours ça. C'est quelque chose que ma grand-mère me racontait quand j'étais petite. Et c'est quelque chose que je me suis surprise à raconter à mes neveux. D'accord. Et cette histoire-là, elle vit. Elle fait vivre cette arrière-grand-mère. Je m'appelle comme elle. D'accord. Donc elle fait vivre, elle fait la filiation de la famille et elle fait, ça existe. Et ça donne aussi un fait historique. Et quand il est venu, on a posé telle pierre à tel endroit, ça donne aussi des lieux géographiques de la ville, ça donne des tas de choses. Voilà, c'est des informations qui sont dans la petite histoire, dans la grande histoire et qui font un tout. Parce qu'en fait, ce qu'on laisse nous, c'est nos enfants. Et puisqu'on n'est pas tous connus. Non, et au fur et à mesure, eux, on existe toujours comme ça. Et dans l'histoire, on existe exactement de la même façon. Parce que là, on découvre et on redécouvre des gens en s'inquiétant d'autres époques. Par exemple, moi, quand j'étais enfant, on était obsédés par Louis XIV. Ça faisait la moitié du bouquin d'histoire géo. Maintenant, ça fait 4 lignes. Alors, il y a peut-être un juste milieu entre les deux. Hein. Mais les Mérovingiens, les choses comme ça peut être intéressant aussi. Donc après, c'est des choix, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc à partir de là, voilà. Ouais. Est-ce que tu penses que non, je pense rien, non. Non. Est-ce que tu penses finalement que le destin tient à très peu de choses pour rentrer dans l'histoire? Je pense surtout que l'erreur tient à très peu de choses. Je pense que les occasions manquées, c'est vraiment ce qui fait la vie. Alors pour le meilleur et pour le pire,
pour rencontrer ton petit ami ou pour devenir président de la République. Mais je crois vraiment qu'il y a un moment où voilà, il y a la France a ce mythe de l'homme providentiel qui va sauver le pays, qui va alors Napoléon, Macron, ça dépend. Tu choisis qui tu veux, peu importe. Ça par contre, j'y crois pas du tout. Il n'y a pas un homme à un moment donné. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important à quantifier par rapport à ça. C'est que il y a des moments et il y a des hommes qui prennent ces moments-là. Ils sont pas forcément les mêmes et ça ne marche pas de la même façon. D'ailleurs, je raconte l'histoire du pont d'Arcole, qui est donc le début de la légende napoléonienne. Napoléon, un drapeau, il passe le pont d'Arcole. Sauf que techniquement, il n'est pas le premier gars qui a essayé de passer le pont d'Arcole avec un drapeau. Et l'autre, il n'est pas devenu empereur. On l'a juste oublié. Il est quelque part au Père Lachaise, si tu veux. Non, mais il est bien enterré. Je vois sa tombe, si tu veux, mais c'est tout, quoi. Et pour toi, est-ce que ces personnages, finalement, c'est des ratés ou est-ce qu'ils ont juste été oubliés? Ils ont raté un moment. Alors, ils ont raté un moment parce qu'ils n'ont pas tous été oubliés. Parce que Monsieur de Kerguelen, les îles Kerguelen s'appellent toujours comme le maréchal Grouchy. Tout le monde en a entendu parler. Et il n'était pas un raté. Et le gars, il a fait des tas de trucs. Enfin, c'est pas, voilà, il manquait pas de courage et on sait pas comment il y a eu un bug, mais il y a eu un bug. Donc, c'est ce qui peut arriver à tout le monde. C'est à un moment donné, on prend pas le bon chemin et on le sait pas. Et d'un coup, bah oui, on se prend dans la figure. Mais ça arrive au travail, ça arrive dans la vie, je vous dis, dans la vie amoureuse ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment des choix super importants par rapport à ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est intéressant parce que tu sais, le fait d'étudier vraiment, du coup, ton spectacle, tu sais, de le comprendre. Je me suis demandé, mais où elle va en venir? Après, j'ai compris que c'était des faits réels dont tu parlais. Et je me suis dit, mais c'est fou finalement parce que on est tant aujourd'hui. Regarde, toutes les personnes connues, les réseaux sociaux font un mal incroyable. Moi, je suis pas, bon, bref, tout ça. Mais demain, finalement, qu'est-ce qu'on retiendra de notre histoire? Tu vois, du coup, ça donne à réfléchir en se disant, mais ça va être quoi? Qui va rater son histoire? Mais c'est vraiment, ça fait réfléchir, tu sais, à ça. Mais on finira tous oubliés, ou peut-être qu'on retiendra Nabila, j'en sais rien. Mais non, mais pourquoi pas? Non, mais c'est intéressant parce que c'est même pas, quand je le dis, tu sais, c'est même pas de l'ironie ou quoi. C'est vraiment une réelle réflexion sur on évolue. Sur tout évolue. Le monde va à une vitesse incroyable aujourd'hui. Tu vois, tu as fait les cours Florent, d'autres ont fait cours Simon, d'autres ont fait les cours Georgette. Enfin bref, il y a plein de cours aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a mille et une façons de devenir comédien, acteur. Tu vois, je le vois. Attention, je dis pas que c'est bien. Je dis qu'il y a mille et une façons. Bien. Et si tu arrives quelque part et qu'on te paye pour, c'est ton travail. Il y a aucun souci. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Ouais, mais moi, ça me laisse réfléchir parce que comme je ne suis pas dans je fais la promotion des artistes, mais je ne suis pas artiste. Et je me dis, mais ça va à une telle vitesse en regardant ton spectacle que finalement, celui qui a pris des cours, celui qui fait, tu sais, qui apprend certaines bases, je dirais, du théâtre, du cinéma, etc., face à celui qui a la force des réseaux sociaux, et qui n'est pas forcément bon, mais juste il a les réseaux sociaux qui on retient à la fin de notre culture, j'entends. Tu vois, tu vois, mais moi c'est une vraie problématique. Je me dis on retiendra quand on se dira bah tiens dans ce siècle purée ils savaient pas jouer mais il y avait du monde qui les suivait ou ah bah tu vois malgré qu'il y ait du monde qui fasse n'importe quoi on retient quand même les meilleurs parce qu'ils ont fait des super pièces. Je sais pas, c'est une vraie réflexion, tu sais. Non mais je suis pas convaincue. D'abord je pense qu'on retient personne. Je pense réellement qu'on ne retient personne et c'est malheureux d'ailleurs. On l'a vu pour l'enterrement de Belmondo, j'étais choquée par les jeunes qu'on interviewait. On est venu parce que c'est quand même on est étudiant en cinéma, c'est quand même quelqu'un qui a fait des grands films et tout machin, très bien, jusque là pas de problème. Et quand le journaliste disait vous pouvez citer un film,
Voilà. Ouais. Et donc déjà, et le gars, il est mort depuis 5 minutes et demie. Donc il a vraiment eu une carrière énorme. Et donc à partir de là, déjà, lâche l'affaire, on t'oubliera. Donc il y a pas de problème. Après, moi, je pense qu'il y a personne qui vole sa place. Je pense qu'il n'y a absolument personne qui n'est pas légitime. Si je te dis, si on te paye, c'est que c'est ton travail, il y a pas de problème. Si ça correspond à quelque chose, c'est que les gens, on se retourne. Et ça, mais de toute façon, ça ne dure pas. Il y a une réalité qui est que si tu travailles correctement, si tu bosses, si tu apprends, et ça se voit pour des tas de chanteurs, pour des machins. Si tu regardes des émissions des années 60, des années 70, il y a des mecs qui ont fait des carrières incroyables et à qui à leur première télé on l'a dit vous savez pas chanter. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Et donc tellement vrai. Tellement, voilà. Donc ne juge pas, tu en sais rien. Pareil, c'est à la fin qu'on fait les comptes. Et s'il y a un public, et moi j'ai pas de souci avec ça. Les gens quand ils disent mais c'est de la merde, mais c'est ceci, mais c'est cela. S'il y a un public, c'est que ça correspond à quelqu'un et il y a aucun souci avec ça. Et tu peux avoir le droit. Moi je me rappelle que je faisais des stages d'insertion pour les jeunes en décrochage scolaire et un jour il y en a un qui me dit mais hier soir j'ai regardé Les Anges et j'ai pas pu faire ce que vous m'avez dit de faire. Et je lui dis, mon gars, je t'ai demandé d'apprendre un texte de 4 lignes et tu me dis, j'ai regardé Les Anges. Et puis en plus, il a même pas essayé de dire non, c'est normal, j'ai fait quelque chose. Il y avait ma mère, elle voulait, parce qu'il y en avait 2-3 qui me disaient, non, mais ma mère, elle a voulu que je fasse un truc. Ok. Il est honnête. Lui, il est honnête, il me dit, j'ai regardé Les Anges. Et le truc, et je lui dis, putain, c'est sérieux, là. Ouais. Et il me dit, mais vous savez, là, moi, ça fait 2 ans que je suis pas allée à l'école. Je dis, bon. Il me dit, là, vous, avec votre théâtre, vous êtes en train de me remplir le cerveau. Et effectivement, peut-être que je lui remplissais le cerveau 8 heures par jour, il n'y a pas de problème. Et moi, le soir, quand j'arrive, j'ai envie de mettre un truc qui me vide le cerveau. Et Les Anges, ça me vide le cerveau. Je dis, ok, donc ça lui sert à ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc ils font de l'audience parce qu'ils ont besoin de vider des cerveaux. Et j'ai aucun souci avec ça. Parce que tout le monde aussi a besoin d'oublier ses problèmes à différents niveaux. Donc ça me heurte pas. Bon, les gamins, pensez à faire vos devoirs avant. Je sais pas si c'est toujours diffusé, Les Anges, peu importe. Non, mais voilà. Mais le gars, il y avait trop d'informations dans ce que moi je faisais parce que ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé à l'école et pour lui c'était trop. Et des fois, oui, on a besoin, tous, de débrancher son cerveau. On a besoin aussi, et je pense que ça sert aussi à ça, de se dire qu'on est mieux que d'autres. Et je pense que toute cette chose des réseaux sociaux, ça sert à ça. Là, on le voit avec ceux qui hurlent parce qu'ils sont coincés à Dubaï. Et tous ces gens qui répondent mais vous êtes partis, tant pis pour vous, ça vous va bien, mais on est tellement heureux. Enfin tu parles quand même de gens qui se prennent des bombes. C'est ça. Non, mais moi je veux bien qu'on leur dise qu'ils l'URSSAF à la sortie de l'aéroport, il y a aucun problème pour leur dire vas-y paye. Ça j'ai aucun souci avec ça parce que moi je paye mes impôts et des trucs et on se marre pas. Mais en dehors de ça, je pense que quand t'es une mère de famille, que t'es coincée avec tes gosses, t'es en panique. Et que en face, les réseaux n'aient pas la compassion minimum pour se dire, ces gens, il y a des bombes à côté d'eux, quoi. Voilà. Donc ça, et je pense que donc il y a toute cette popularité vient aussi du fait qu'il y a un certain nombre de gens qui ont besoin de se rassurer, de se moquer, tout simplement. Et donc ils ne sont pas des soutiens, ils sont des haters sans le savoir. Et donc ils sont et souvent les haters sont encore plus fans que les vrais fans. Il y a quelqu'un qui connaît mieux ta vie. Il y a personne autant qu'un haters. Le truc, on le voit, moi je fais des petits trucs sur les réseaux, je suis un peu suivie. Des fois je me prends de ces trucs et des gars qui me ressortent des choses d'il y a 10 ans. Ah ouais. Et je me dis mais t'as rien d'autre à foutre que regarder ma vie. Moi je l'ai oublié quoi. Ce morceau de ma vie je l'ai oublié. Toi t'es encore là quoi. Mais c'est ça aussi. Tu sais, je parlais de ça par rapport à la déshumanisation finalement que donnent les réseaux, parce on parle de liberté d'expression. La liberté d'expression, moi je veux bien, et c'est normal, mais parfois il y a une facilité. Les gens dégainent beaucoup plus vite des mots sympathiques, je dirais, parce qu'ils sont derrière les réseaux et ça fait du mal tout ça. Mais bon, c'était pas le sujet, mais c'est intéressant d'en parler parce que moi je suis contre toute forme d'harcèlement. Et l'harcèlement malheureusement est un sujet à l'heure actuelle, on le voit, on n'en parle pas suffisamment. Parce que ça touche tout le monde, ça touche les enfants, ça touche les adultes, ça touche sur le milieu professionnel, ça peut toucher aussi les gens du spectacle énormément quand tu auras beau produire ce que tu veux, mais que tu as juste quelqu'un qui t'aime pas parce qu'il t'aime pas et que c'est pas ton spectacle et qui te pourrit. Alors on dit faut pas s'attacher à ça. Alors personnellement, j'ai reçu des animaux morts dans un autre contexte il y a quelques années. Ah ouais. C'est sympa.
Je conseille à tous. Ça vous fait relativiser. Horrible. Ouais, non, ça vous fait relativiser la vie. C'est très très compliqué. C'est très dur à gérer psychologiquement, physiquement, machin. Mais en vrai, c'est fou. Ouais, mais en vrai, le plus fou, c'est pas l'impact que ça avait sur moi. C'est la chose où je me disais, c'est pas possible que quelqu'un soit si passionné par moi. Non, mais il y a un coin où ça me fait plaisir de se dire, Tinte, tu vas prendre du temps pour envoyer des animaux morts par la poste. Ah, mais c'est le geste, déjà, avoir la réflexion de le faire. D'abord, de trouver l'animal. Déjà, il faut, j'espère qu'il les trouvait déjà morts. Donc voilà. Et c'est quelque chose, on se rend pas compte. Mais ça vient très vite d'avoir des gens qui dépassent les limites. Mais d'abord parce qu'on est sous pseudo, donc c'est facile aussi. Les gens ont l'impression qu'on ne les chopera jamais, alors que c'est fou. Hein. En vrai, vous laissez des traces partout, même quand vous mettez un colis à la poste. Enfin bon, bref. Donc ça, non, mais petit message personnel. Donc on vous trouve. La réalité des choses, elle est là. Ça fait pas peur et ça ne pourrit pas la vie de la façon dont les gens le pensent. Ça m'a jamais empêché d'avancer et ça me bloquait pas. Et au contraire. Et des fois, je suis même allée chercher des trucs parce que je me disais, tiens, on va voir si là il réagit. Donc ça crée même une émulation chez moi. Et non, mais c'est drôle. Enfin, et je tiens à préciser que c'était une femme. Une femme, mais les femmes entre elles, c'est une horreur. Terrible. Et moi, je dis toujours, tournez les mains autour du clavier 7 fois avant de poster quelque chose. Et je comprends que les gens aient besoin de se défouler, besoin de faire du mal à d'autres pour se sentir supérieur. Il y a aucun problème. Juste, t'as pas besoin d'appuyer sur envoyer. Mais après, moi, j'aime beaucoup les réseaux, en vrai, parce qu'il y a une vraie solidarité, parce qu'il y a un vrai, il y a de vraies choses. Moi, par exemple, tous les ans à Noël, j'envoie des cadeaux à des familles qui ont pas beaucoup de sous, mais qui sont pas pauvres dans le sens de l'administration, je dis. Donc des gens qui sont au SMIC et qui ont pas forcément de quoi acheter un cadeau neuf et donc par un groupe Facebook, on peut marrainer un enfant, 2 enfants, donc on envoie un petit jouet et c'est cool parce qu'il a choisi son petit jouet et voilà. Et on peut faire des choses bien avec pas beaucoup. Et il y a 2 ans, j'ai envoyé un petit truc moche et vraiment très moche qui crachait du slime. C'était vraiment très moche. À un petit garçon qui avait demandé ça pour son anniversaire et sa maman, elle avait pas eu les sous. Et donc elle lui a dit qu'elle avait pas les sous et qu'elle pouvait pas lui acheter. Et du coup, il l'a demandé à Noël parce que le Père Noël, il pouvait tout envoyer. Ah ouais. Et elle l'a trouvé d'occasion, sauf que d'occasion, il ne crachait pas le slime. Et donc je l'ai envoyé et j'ai fait la meilleure action de ma vie pour même pas 30 balles. Non, mais c'est vrai. Et le petit garçon qui croit que le Père Noël, il peut tout. Franchement, voilà. Et ça, c'est aussi la magie des réseaux. Hein. Ouais, non, mais c'est pas. Il y a beaucoup de choses, hein, moi. Et c'est pas les cagnottes pour payer ci ou ça à chaque instant, parce que maintenant on a des cagnottes pour tout et pour des choses, qui me semblent folles. Ah oui, puisque on peut payer l'enterrement, le mariage, le ceci, le cela. Enfin, l'enterrement c'est prévu, hein, tout le monde va mourir. Mettez les sous de côté, les gars, je vous dis. Enfin bon, non, mais ça me semble très très bizarre cette manie de faire des quêtes à chaque instant pour demander. Alors, je vais bientôt en faire une pour mon spectacle, donc vous pourrez ressortir la vidéo pour me dire c'est pas bien de faire des quêtes. Non. Blague à part, c'est vrai que ce système-là me semble super bizarre. Mais par contre, oui, il y a des systèmes d'entraide sur des tout petits trucs. Et je trouve ça super mignon. Et vraiment des petites choses. Et je fais partie de plein de groupes où les gens s'envoient un drive à 30 balles pour finir le mois. Et je trouve ça magnifique. Ça, il y a une belle solidarité. Et sur les réseaux, après, c'était plus moi vraiment à travers, je disais le côté créateur de contenu, tout ça qui parfois, il y en a qui font de très belles choses et qui sont stigmatisés alors qu'ils font un travail incroyable. Ça prend du temps. Moi, je fais pas tout ça. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. C'est un vrai travail. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas une critique par rapport à leur travail. C'est plutôt par rapport à une généralité sur ce harcèlement qui existe à travers ces réseaux et qui ne porte pas forcément, disons, atteinte aux bonnes personnes. Non, mais en vrai. Je dis pas que c'est bien, mais bon. En vrai, peu importe, que ce soit créateur de contenu, que ce soit artiste, que ce soit, et je sais qu'on gagne beaucoup d'argent et que ça énerve les gens de se dire, ton tarif syndical, il est à 500 balles la journée. Je suis d'accord, mon tarif syndical, il est à 500 balles la journée, j'y peux rien. C'est pas moi qui l'ai fait d'abord parce que c'est pas moi qui suis le syndicat. Mais ça, c'est pas la question. Et je mérite peut-être pas cet argent-là, ça, il y a aucun problème non plus. Mais viens et fais-le. Viens, fais-le. Et si tu le fais et si tu gagnes ta vie avec, tant mieux. Mais les gens n'ont pas le courage de le faire. Et après, ils en veulent aux autres du courage qu'ils n'ont pas eu. Bien sûr. Viens, fais-le. Et tu mériteras. Il n'y a aucun problème et tant mieux.
Mais ça, c'est le propre de beaucoup, hein. Mais on va refaire un bond dans le temps. On va revenir juste parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ton public. Quel type de public tu as, toi? J'ai tout. T'as tout? J'ai tout. J'ai des enfants de 8 ans qui viennent me faire signer des carnets pour que je fasse un autographe que je sais pas faire. Parce que j'ai pas encore décidé si je devais être célèbre ou juste un tout petit peu célèbre et donc du coup, ce sera pas grave. D'accord. Non, mais du coup, mais j'ai des gamins qui viennent me faire signer des trucs, mais des gamins de 8 ans. Ouais. J'ai des adolescents que les parents ont fait réviser sur des sujets pour me poser des questions. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, j'avais un gamin, putain, il savait tout. Et au bout d'un moment, il avait des questions, puis il était là, et puis il relançait. Et au bout d'un moment, il me fait, vas-y, avoue, t'es prof. Non, pardon. Excuse-moi, je suis toujours pas prof. Donc voilà, donc ça, il y a des gens qui viennent comme ça. Il y a des gens qui viennent de façon très historique chercher des faits. Et qui donc derrière me disent on aimerait des références littéraires, on aimerait des choses comme ça. Ça, je suis d'ailleurs en train de le préparer pour que ils puissent savoir ces trucs-là parce que j'ai pas le temps de faire toutes les dates et puis on retient pas. Ouais. Donc pour que ce soit didactique et drôle, c'est cool. Et donc du coup, je prépare ça aussi pour ça. Donc il y a vraiment de tout, il y a tous les âges. Et surtout, je pense que c'est ça l'intérêt aussi, c'est qu'on peut en parler après. Et c'est une des critiques d'ailleurs que j'ai dit ça, elle dit on en a parlé au déjeuner après. Et je trouve ça génial. De se dire, tiens, on peut échanger avec des amis, avec un truc sur un sujet. Ils accrochent les jeunes avec ton spectacle? Oui, ils accrochent beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un dérivé donc sur les politiques. Et à la base, c'était pas sur les politiques, c'était prévu. Mais comme on est 2 années d'élections d'affilée, bah vas-y, il y aura 2 Avignon d'élections. Bah oui, tant qu'à faire, excusez-moi, je fais un peu du commercial. Et je n'ai pas honte d'avoir besoin de manger moi aussi. Et donc et c'est sur ce spectacle-là que je vais faire une quête bientôt, d'ailleurs. Voilà, préparez-vous. Et non, blague à part, c'est vrai qu'il y a quelque chose où j'ai envie aussi de faire des périodes plus courtes. Par exemple, ne faire que la guerre, ne faire que 39-45, ou ne faire que des guerres, pour que ce soit plus dirigé vers les jeunes et vers les enfants parce que il y a ça aussi, il y a des choses qui peuvent correspondre au programme scolaire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire, aller dans les écoles, faire voilà, tiens, de la 6e à la 4e, on apprend ça, il y a tel et tel point qui sont les mêmes et on peut le faire. Alors la baisse des subventions fait que les écoles ne peuvent plus nous payer et pourtant on jure qu'on prend pas cher pour aller dans les écoles et qu'on est très non mais c'est vraiment pas cher pour aller dans les écoles et que même comme ça parce qu'il y a des enfants où payer 3 € par enfant c'est cher. Et ils n'ont pas les moyens, il y a des familles qui peuvent pas. Et donc ça c'est une vraie difficulté et qu'après on peut pas faire des salles où ils sont 2000 parce que on peut pas leur expliquer des faits historiques quand ils sont 2000 en train de hurler. Donc ça marche pas non plus. Donc voilà, donc on est obligé de faire des petits groupes, une classe, 2 classes maximum. Et donc, et 3 enfants, voilà. Donc, si quelqu'un veut bien remettre des subventions, le pass culture, tout ça, merci. Non, moi je dis ça, c'est une année d'élection, pensez à nous, on vote. Merci. Ah, il y a bon entendeur. Non, mais attends, il y a un moment, c'est peut-être l'occasion, on sait jamais. Non, mais la culture, ça reste le poumon quand même du pays. Hein. Sans culture, on respire pas, quoi. Et le mettre de côté, c'est juste impensable. Hein. Je ne sais pas si on a une utilité. Je ne sais pas si on a un but et s'il y a une moralisation à faire et s'il y a de la bonne culture et de la mauvaise culture ou quoi que ce soit. Mais comme je disais au début, il n'y a rien de plus intéressant que le spectacle vivant, vraiment. Et je pense que c'est important d'avoir des interactions avec des gens autres dans les écoles et de faire venir des gens pour discuter de tout, de rien, peu importe. Mais voilà. Et ouvrir l'esprit aux gamins sur d'autres sujets, peu importe le sujet. Et je pense que c'est bien aussi de leur dire qu'il y a des gens qui ont fait de la loose et qui ont survécu. C'est ça aussi, c'est prendre conscience que on n'est pas parfait et que malheureusement on va faire des erreurs. Et ça, c'est bien que tu le rappelles. Je rappelle qu'on est des femmes et que donc nous on est parfaites. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Surtout aujourd'hui, encore plus parfaite que parfaite. On parle que des hommes, hein, attention. Mais qu'est-ce que tu aimerais que ton public retienne en partant? Tout et rien, dans le sens tout dans l'idée de vouloir découvrir plein d'anecdotes, de vouloir enrichir sa culture, peu importe comment, peu importe de quoi d'ailleurs, parce que tout est bon à apprendre et vraiment que ce soit planter des betteraves ou que ce soit de la géophysique, il n'y a pas de sujet qui est moins intéressant, moins fort et voilà, c'est juste qu'il faut
avoir le réseau qui va avec. Et Internet, pour ça, c'est génial. S'il y a un type qui aime des papillons de Sumatra en Chine, eh ben tu peux le trouver. Et que vous êtes non, mais peut-être vous n'êtes que deux, et peut-être vous allez vous marier et faire plein d'enfants qui aimeront les papillons de Sumatra. J'en sais rien. Je sais même pas s'il y a des papillons à Sumatra. Ouais, je sais pas. Mais peu importe. Non, mais en vrai, voilà. Et donc ça, et donc d'avoir envie, d'avoir cette curiosité. Mais je pense que déjà s'ils viennent, ils ont quand même un petit peu cette curiosité. Et puis d'aller voir aussi d'autres spectacles. Toujours. Je pense que chaque spectacle devrait donner envie d'aller voir un autre spectacle. Ouais. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Mais souvent, hein, ça nous donne ça. Quand tu vois un spectacle, tu t'es senti bien. Tu dis, ah, finalement, c'est pas si mal. Et si on allait, tu vois? C'est l'effet que ça, c'est censé donner, je sais pas. C'est pour ça que les gens qui vont au théâtre, ils vont beaucoup. Et on les remercie. Et que les gens qui n'y vont pas du tout. Mais il y a très peu de gens. Ouais. Il y a très peu de gens. Bon, après, il y a des gens qui sont quand même éloignés de la chose, hein, mais physiquement aussi. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui vont au théâtre une fois tous les 5 ans. C'est très rare. Ou ils y vont très régulièrement, suivant leurs moyens, hein, tous les mois, toutes les semaines, tous les ans. Mais ils y vont très régulièrement et ils se tiennent informés, ou ils n'y vont pas du tout. Mais c'est très rare. Et on le voit à Avignon. Hein. À Avignon, les gens, ils viennent, ils voient 10, 15 spectacles en 2 jours. C'est quand même... Ouais, ça leur fait le plein de... Ah, mais ça leur fait le plein. Et puis ça t'ouvre l'esprit. C'est fou, mais on voit que t'es passionné. T'es passionné d'histoire, mais moi, je me demande, finalement, dans l'histoire, quel est le personnage qui te fascine le plus, toi? Alors, c'est pas le personnage qui me fascine le plus. C'est l'histoire qui étant enfant, me semblait la plus folle. Et c'est l'histoire de Désiré Clary. Alors, Désiré Clary, pour beaucoup de Marseillais, c'est une station de métro. D'accord. Bah oui, parce qu'il y a la station. Bon, ouais. Bref. Et donc, l'histoire de Désiré Clary, c'est Désiré Clary, elle est fiancée à Napoléon. D'accord. Et il ne l'épouse pas. Enfin, et comme il est fiancé à Bonaparte, qui n'est pas encore Napoléon, il ne l'épouse pas. Et elle épousera Bernadotte, et elle fera donc une lignée de rois dans les pays du Nord. Et là, je vais te dire la Norvège, le Danemark, parce que je confonds des deux. Ils sont encore sur le trône, et je vais y arriver si c'est la Norvège ou le Danemark, je ne sais plus. Enfin bon, c'est là-haut, les Pays-Bas, peu importe. Je suis nulle en géographie, par contre, je suis forte en histoire. Et je trouve ça fou comme destin. De te dire, t'es la fille d'un commerçant à Marseille. T'as manqué d'être impératrice de France, tu finis reine ailleurs. C'est quoi la probabilité? Ouais, c'est vrai. Ma fille, c'est quoi la probabilité? Et puis, en plus, t'as quand même échappé au pire. Parce que l'autre, il a fini à Sainte-Hélène. Ouais. Alors que là, tes arrière petits-enfants, ils sont encore là, sur le trône. C'est fou, hein. Tu vois? Ça se et voit bon, pas alors, bien sûr, hein, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes conséquences, mais je trouve ça fou. Et c'est un des personnages qui m'a le plus fasciné dans le sens du destin, de ce que tu peux vouloir, envisager, te dire, tiens, ça, c'est super. Ouais, c'est vrai quand tu penses. Tu dis, puis c'est quoi la probabilité? C'est pas que dans les, en fait, ce n'est pas que dans les films. Non. Voilà, là, tu te dis, c'est réel. C'est saisir l'occasion, c'est savoir, c'est ne pas rater l'histoire. Alors elle l'a pas raté, puisque du coup, elle a réussi à se faire épouser correctement. Mais c'est assez fou. De te dire, tiens, voilà, on a fini. Mais il y a plein de choses comme ça où et c'est beaucoup les femmes qui ont cette espèce de résilience-là où, ah tiens, là, ça a foiré et on a recommencé. On a lutté. Anne de Bretagne, il y a pas mal de gens qui ont lutté toute leur vie pour des choses et voilà. Et les destins de femmes sont bien plus fascinants que les destins d'hommes. Pas parce que c'était énorme, parce qu'elles n'ont pas forcément fait des choses si énormes, mais parce que elles ont lutté de tout. Et de toutes petites choses des fois, qui maintenant nous semblent normales. Mais que juste on te pique pas ta découverte parce que t'as découvert un truc, tiens, tu as trouvé, je sais pas moi, un portable par terre, juste on te le prend pas parce que t'es une femme. Donc voilà. Et nous, pour nous, c'est difficile maintenant de le voir comme ça parce qu'on se dit que on est quand même relativement libre. Mais c'est ça la chose. De se dire tiens, comment on marque. Ouais, c'est dingue. C'est dingue parce que finalement, on se rend compte que qui ose faire, entreprendre, tout peut arriver finalement. Hein. Mais toi, si tu pouvais là aller voyager dans le temps, quelle période toi qui as étudié l'histoire, t'irais vers quelle période? Mais moi, j'irais sûrement au Moyen-Âge. J'irais sûrement à l'époque des croisades, à l'époque où c'était tout glauque. Ah ouais. Et tout truc. Parce que d'abord, je pense qu'il y a plein de choses à découvrir. Et je pense qu'il y a un vrai,
Enfin, on n'aime pas cette période parce qu'on a l'impression justement qu'ils étaient sales, qu'ils ne savaient pas. Alors que si on prend les livres d'époque, par exemple, on conseille de laver les bébés tous les jours. Donc c'est qu'ils étaient pas si sales que ça, puisqu'on disait. Alors à moins qu'on ne lave que les bébés et pas les autres, hein, j'en sais rien. Mais enfin, c'est des choses, on les faisait. Donc ça, par rapport à ça, j'ai moins de. Je me pose vraiment des questions sur cette période-là, et puis surtout comment on a glissé. Pareil pour le droit des femmes, comment on a glissé d'un coup vers moins de droits. Comment on s'est fait avoir, quoi. Mais vraiment. Alors que au départ, on n'est pas si. Alors c'est la montée de la religion, enfin c'est plein de choses, mais voilà. Donc moi, oui, le Moyen Âge, c'est une période qui m'intéresse, qui m'inspire. Puis c'est les constructions des cathédrales, c'est on fait des choses incroyables avec rien, avec de la terre, de la chaux, on monte des cathédrales, quoi. Ouais, moi ça m'a toujours fasciné ça. Donc je me suis toujours demandé si j'aurais aimé être une petite souris voir comment ça se passait, tu vois. Pour comprendre comment on arrive des pierres sur la gueule, quoi. Ouais, mais même, tu vois, on en parle, faut aller loin dans le raisonnement parce que je pense aux pyramides, tu vois. Non, mais je pense à tout ça, tu vois, je pense à les cathédrales, tu vois, la Sagrada Familia, par exemple, je dis purée. Et tu vois, et c'est ça. Et tu vois, dans les ratés de l'histoire, par exemple, on a perdu les cathédrales. On a perdu les cathédrales. On a perdu les pyramides. Les pyramides, pendant des siècles, on savait pas qu'elles existaient. On les a redécouvertes il y a pas si longtemps que ça, historiquement. Elles ont pas toujours été plantées là. Enfin, elles étaient plantées là. Étaient là, mais on était pas elles là. étaient enfouies sous le sable. Et donc la chose, et ça semble quand même fou qu'on ait perdu des trucs aussi gros. Oui, c'est vrai. Donc on oublie. Et les gens ont ça aussi, de dire il faut préserver le patrimoine, il faut faire ces choses-là. Alors c'est important, ça je dis pas. Mais on a passé des siècles à pas le faire. On a passé des siècles. Enfin, Notre-Dame, à l'époque où Victor Hugo écrit le livre, c'est un truc en ruine. Et ça choque personne, en fait, que ce soit un truc en ruine, parce que c'est le cycle de la vie. Et donc maintenant, oui, on veut tout préserver, on se bat pour tout, et tout devient une polémique, mais il n'y a pas tout qui a une vocation à rester. Là, c'est vrai. C'est comme nous. Quoi. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé en opportunité, comme ça? Quelque chose que tu aurais raté. T'as raté, et puis, boum, ça s'est transformé en opportunité. Qu'est-ce que j'ai raté qui s'est transformé en opportunité? Toute ma vie. Toute ma vie, je suis la reine des mauvais choix. Donc, à partir du moment où je fais un choix, dis-toi que c'est une connerie. C'est peut-être pour ça que t'as fait ton spectacle comme ça. Je me suis sentie... Je l'ai ma réponse. Je me suis sentie visée. Non, mais j'ai pas souvent le sentiment de rater, dans le sens où j'ai pas beaucoup de regrets, heureusement, parce que j'ai la chance de faire beaucoup de choix. Mais après, peut-être qu'un jour, je m'assierai et que je me dirai, si j'avais pu refaire tout autrement. Ouais. C'est beau. Et de quoi t'es le plus fière, toi, aujourd'hui? D'avoir survécu. D'avoir survécu en tant que comédienne pendant ces 25 dernières années, de pas avoir lâché, d'arriver à manger à tous les repas, d'arriver à avoir un toit sur la tête. Non, mais c'est vrai. Et de vivre de ce métier parce que c'est un métier fascinant. Et surtout de pas avoir écouté tous les gens qui me disaient de lâcher, de pas faire, ou tous les gens qui me disaient de faire différemment. Et qu'il fallait que je perde 40 kilos, qu'il fallait que j'en prenne 30. Parce que moi, pour le cinéma, je suis pas assez grosse. Et je suis pas assez maigre pour être normale. Et donc, du coup, on me disait, soit tu perds 20 kilos, soit t'en prends 20. Oh là là, mais vous êtes gentils, les gars. En fait, je suis juste grosse comme ça. Pas grosse, plus de 20 ou moins de 20, quoi. Je suis comme ça. Donc voilà. Donc j'ai pas la solution par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est un métier où on te dit, il faut faire ça. Bah, forcément, puisque on a des archétypes. Enfin, ça, c'est pas la question. Et donc voilà. Et de pas avoir cédé, de m'être dit, pouf, je peux faire moi-même. Et on dit pas assez aux jeunes, mais il y a des tas de choses que vous pouvez faire vous-même. Il y a des tas de choses que vous pouvez apprendre. Moi, j'ai passé des diplômes, jusqu'à l'année dernière, et puis j'en passerai encore d'autres. J'adore ça. N'hésitez pas, on peut se former toute la vie, on peut apprendre des tas de choses et qui n'ont rien à voir. Et peut-être que je finirai chef cuisinier quelque part. Voilà. Elle n'aura pas raté sa vocation, en tout cas. Ton spectacle, c'est les dimanches, c'est quand? Tu peux nous rappeler? Alors, ils ont raté l'histoire. C'est tous les dimanches à 17h. Donc, ils ont raté l'histoire au Théâtre. C'est dans le 15e arrondissement à Paris. Je suis à 7 le 23 et 24 mars. Donc là, ce mois-ci. 2 fois par jour à 17h et à 20h30. Et sinon, je suis au Festival d'Avignon avec 2 spectacles. Donc, ils ont raté l'histoire et ils ont raté l'histoire spéciale politique à l'Ambigu Théâtre. Enfin, normalement, les gens savent me trouver maintenant puisque ça fait 3 ans que je suis à l'Ambigu, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, vous ne me raterez pas. Je serai dans les rues d'Avignon en train de vous dire ne venez pas et vous saurez que c'est moi.
Et super. Ah ouais, non, mais moi, aux gens, je leur dis toujours, ne venez pas. Non, mais il y a d'autres spectacles, va voir d'autres trucs. Surtout ne venez pas. Surtout ne venez pas. Et qu'est-ce que j'allais te demander un truc, tu vois, ça m'a échappé par rapport à ton spectacle. Ça dure combien de temps? Ça dure 1 heure. C'est 1 heure? Ça dure 1 heure. Après, il y a des villes où ça dure un petit peu plus longtemps, mais ça, c'est en fonction des accords avec le théâtre. À Avignon, c'est forcément 1 heure, et comme il a été créé à Avignon, c'est forcément 1 heure. Mais après, il y a des endroits où, suivant les villes, on veut un peu plus. Donc voilà, donc il y a des changements. Wow. Et puis ça dépend si on a du temps. La semaine dernière, j'ai fait 1 heure et demie parce que le régisseur, il m'a pas dit que c'était l'heure. Ouais, il y avait pas quelqu'un derrière, ça allait. Vas-y, tu continues. C'est génial, c'est génial, c'est formidable d'avoir cette proximité comme ça avec toute cette équipe, hein, parce que bon, le théâtre c'est une équipe aussi, hein. C'est ça. Il faut se faire confiance. Est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé, que tu aurais aimé que j'aborde? Aucun, parce que contrairement à l'idée que je viens de voir là depuis 2 heures, je sais même pas depuis combien de temps je suis là. Je n'aime pas parler et je n'aime pas parler de moi, et donc voilà. Donc je crois que j'en ai fait assez. Là, ma jauge sociale, elle est à son maximum, donc je vais rentrer, je vais dormir un peu et je vais retourner au théâtre jouer. Voilà. Et j'adore parce que c'est cette spontanéité, cette fraîcheur que tu donnes qui est incroyable. Et moi j'aime bien parce que elle est authentique et même en dehors de la caméra, tu es un spectacle à toi toute seule. Oh. C'est déjà bien parce qu'on t'écoute. On te regarde et puis on a juste envie de tu vois. Tu vois, moi, je pouvais pas faire un spectacle sérieux. Mais non, mais on a juste envie de t'écouter et de venir et je viendrai avec un énorme plaisir avec mes enfants parce que je pense que on a besoin, oui, on a besoin aussi d'avoir des cours d'histoire différents, n'est-ce pas? Avec du rire et beaucoup d'humanité surtout. Alors comme on vous a dit, le thé au théâtre. Tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux parce que pour te suivre, c'est important. Alors, Maï Colomba, MyColomba, sur tous les réseaux. Maï Colomba. Ah ouais, j'ai travaillé, j'ai mis un nom toujours le même parce que Marquette, personne sait l'écrire. Ah bah oui. Voilà, donc tu m'as demandé comment je m'appelais, Maï Colomba Marchetti, enfin bon bref. Donc voilà, donc Maï Colomba, vous me trouvez, vous inquiétez pas, je suis pas difficile à trouver. Voilà. N'hésitez pas à aller la voir. Si tu devais là, on va conclure avec ça, parler à la petite fille, elle est de 7 ans. C'est toi là, à 7 ans. Tu lui dirais quoi? Dans la vie, il y a tout qui s'arrange. C'est incroyable. Il y a rien à faire. Juste touche à rien. Tu vas voir, ça va passer. Des fois, quand on touche, c'est pire. Ils ont raté l'histoire, c'est parce qu'ils ont touché. Bravo. Bah, ça sera la conclusion. Moi, je te remercie d'avoir été sur le plateau. Merci. De nous rappeler que finalement, l'histoire, elle est faite de hasard, elle est faite de destin, de rencontres, et d'avoir pris le temps d'en parler. Moi, je trouve ça formidable parce que c'est ça aussi la culture. C'est les échanges qu'on se donne. Donc, n'hésitez pas à partager cette émission à vos amis, à ceux que ça peut aussi ouvrir. Je dirais ouvrir l'esprit. N'hésitez pas à la suivre aussi sur les réseaux sociaux, à partager son spectacle parce que c'est ça aussi, être dans une jolie synergie. Utilisons les réseaux pour ça, pour se donner de la force et pas pour juste scroller sans liker et sans faire de commentaires parce que ça aide tout le monde finalement. On était dans À cœur ouvert. Merci Colomba. Merci. Sur Artop TV avec Alibi Montana et Magile Lebar. Moi, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles aventures. Ciao, ciao!